On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. La thématique de cet épisode, l'argent. Si tout le monde peut créer son podcast, sa chaîne YouTube, son compte TikTok ou Instagram, une poignée de créateurs de contenu seulement en vivent. Dans cet épisode, vous allez découvrir les recettes de créateurs de tout premier plan qui partagent leurs techniques pour générer des revenus et surtout leur mindset. Comme vous allez l'entendre, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui font le tri entre les bons partenariats et les moins bons, ceux qui vous assurent une croissance durable plutôt qu'un succès financier aussi soudain qu'éphémère. Et souvent, ce sont des questions qu'on doit se poser avant même de se lancer. Alors, c'est le bon moment ? Allez, c'est parti ! Léo Duff, dans l'épisode 1. Au début, j'étais accompagné par une entreprise pour laquelle je produisais du contenu. Donc à ce moment-là, c'était vraiment un contrat. Je savais que j'allais pas être forcément mal à l'aise financièrement. Donc ça, c'était une aide. Et après, en fait, mes prises de conscience ont toujours été très naturelles dans la mesure où c'est jamais moi qui les ai faites. C'est toujours des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit t'as peut-être un truc intéressant entre les mains, on va t'aider à en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, les gens qui m'accompagnent sont aussi les gens qui m'ont fait prendre cette prise de conscience. Donc moi vraiment, ça a été facile en fait. Je suis en easy mode depuis le début. Pierre Garonner, le CEO et cofondateur de Mime, dans l'épisode 2. C'est un pur projet d'opportunité. On était en relation avec une modèle photo qu'on connaissait, qui justement nous racontait qu'elle, sur Insta, elle avait une communauté non négligeable de 50 000 followers. Elle ne gagnait rien dans sa communauté. Elle faisait des shootings photos. C'était son métier. Ça lui ramenait même pas de... Ses shootings, oui, mais non. Elle avait pas une éditoriale pour faire des placements produits, puis c'était pas ce qu'elle voulait faire. Elle avait pas suffisamment de followers pour avoir des annonceurs, Shiseido, Nux ou autres. Donc elle en faisait pas tant que ça. En revanche, elle avait énormément de fans, de followers, qui suivaient son travail, qui likaient ses photos, et surtout qui rêvaient d'interagir avec elle. Ouais. Sauf que elle, ça lui prenait du temps d'interagir. Donc elle se permettait pas de répondre. Et on s'est dit, mais il y a un truc à faire. On est convaincu que si elle crée un maximum d'inclusion avec ces gens-là, si elle crée de l'interactivité avec ses vrais fans, des gens qui lui demandent des sets de photos, des backstage, sur des shootings, ce genre de choses, ça serait une super opportunité pour elle et une grosse satisfaction pour eux. On lui évoque ça, et elle nous répond juste qu'a priori, ouais, ça serait chouette si ça existait. De là, pendant 3 mois, on développe. On était 2, donc c'est Gaspard qui développe seul. On lui demande de tester. Et le premier jour, elle génère de l'argent parce qu'elle partage. On lui dit, on va développer quelque chose. Tu vas créer ton profil. Tu vas partager ton URL à ta communauté Instagram. Et tu vas le faire vraiment de manière one-to-one avec tes followers, ceux qui te parlent en direct message sur Instagram. Tu vas prendre le temps de leur expliquer, de leur partager le lien. JB alias The High Collection, c'était dans l'épisode 3 de Follow Me. Comment tu gagnes ta vie ? Je gagne ma vie parce que je suis youtubeur. Non, j'y connais. Non, en vrai, moi je monétise mes vidéos comme tout le monde sur YouTube. Donc avec la plateforme publicitaire de... Ouais, c'est ça, le truc, les pubs avant, pendant ou après. C'est ça. Et les placements de produits qu'il peut y avoir dans mes vidéos. Je fais peu de placements de produits parce que je veux pas trop en faire. Parce que trop de placements de produits tue les placements de produits et du coup, par corrélation, tue les vidéos. Donc du coup, je fais que les trucs dont je pense qu'il y a vraiment un intérêt et du coup, je limite vraiment au maximum ce que je peux faire parce que voilà, j'ai pas envie non plus de parler de tous les trucs qui sont cool mais qui sont pas trop cool et tout ça. Donc dès que j'ai un truc très cool qui m'est proposé, je fonce, je le fais. Et c'est pour ça que les gens, en fait, ils sont même pas là en mode « Ah, tiens, encore un placement de produit, c'est chiant et tout ça. » Non, les gens, ils sont contents parce que du coup, le produit que je leur présentais, en fait, il est grave cool. Donc, il y a les placements de produits et la pub YouTube.
Comment tu les trouves, tes sponsors? Tu t'es adossé à, je sais pas, une régie, un agent? Et non. Tu fais tout seul. Il fait vraiment tout seul. Je fais tout seul, ouais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, ça, pareil, ça prend beaucoup de temps, vraiment, beaucoup de temps de faire des mails et tout ça. Encore plus, là, la semaine dernière, quand t'es en décalage d'horaire de 11h, en fait, tu commences ta journée, la France l'a fini, et inversement. Donc, non, tu passes tes journées à faire des mails. Adam Bross, youtubeur pop culture, dans l'épisode 4. Et est-ce que tu en vis un peu de cette chaîne YouTube ? Alors j'en vis un peu, j'ai des revenus qui viennent de cette chaîne YouTube, mais j'en vis pas du tout parce que je suis étudiant. Donc je vis avant tout de bourse et de pension alimentaire, mais non, j'ai des revenus qui viennent des pubs Google. De la pub, mais tu fais pas encore de partenariat avec des marques ou de sponsoring, de choses comme ça? Non, c'est un truc que je refuse à chaque fois. On m'en propose pas mal, même toutes les semaines on m'en propose, mais je considère que j'en ai pas besoin et que en fait, vu que j'en ai pas besoin, je dirais pas que ça gâcherait mon contenu, mais j'ai peur que ça vienne parasiter un peu mon contenu. Et je considère que les gens se mangent déjà tellement de pubs sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est devenu indécent. Moi, j'ai dû prendre un compte YouTube Premium parce que je passe tellement de temps dessus que sinon j'étais inondé de publicité. Je me dis, si derrière il y a 1 minute 30 de placement de produit, ça devient vite insupportable. Non, mais tu pourrais très bien couper la monétisation de tes vidéos et ne faire que du sponsoring si tu estimes que c'est plus intéressant, à moins. Je crois que c'est plus possible. Je crois que c'est plus possible. Faire ça. Non, je crois que YouTube refuse maintenant. Quoi qu'il arrive, en fait, il y a des pubs. Et si jamais on active la monétisation, on peut les toucher. On peut toucher de l'argent et sinon, ils gardent tout. Il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça. On va creuser. Exactement, à creuser. Mais donc non, pour l'instant. Et puis, je sais qu'en fait, je parle beaucoup de films, de musique et tout. Et je me dis de quelle manière ça pourrait me biaiser, en fait, de collaborer avec des marques dont je serais peut-être amené à parler. Caroline Jurado, l'experte des crypto-monnaies sur TikTok, c'était dans l'épisode 5. Donc la monétisation de ta newsletter, si je me trompe, tu me le dis, mais c'est un petit passage sur un service que tu mets en avant et t'expliques un peu ses fonctionnalités. C'est un bandeau pour mon partenaire. En général, c'est un partenaire unique, quoi. C'est des contrats de 3 mois que je signe. Et j'explique le truc. Comment tu sélectionnes ces partenaires ? Là, pour l'instant... Tu les prends pas tous comme ils viennent. Non, parce que ça fait que 6 mois que je monétise, enfin un peu moins de 6 mois du coup, et donc j'ai gardé le même. Au renouvellement du contrat, j'ai hésité entre plusieurs plateformes et j'ai gardé le même. Et pour l'instant, ça a été plutôt le fait que ce soit des entreprises qui soient... ce qui fait que j'ai sélectionné ce sponsor-là, il s'appelle Quantfury, c'est un broker qui est canadien. C'est parce que je l'ai trouvé hyper solide, avec une politique très diversité. Donc pour eux c'était important, tu vois, que j'ai une communauté mixte avec des nanas, tout ça. Et après, sur la partie produit, il faut que ce soit un produit cool, tu vois, que je trouve adapté à la communauté. Et sur la partie relation, qu'on me fasse pas chier. Enfin, moi je demande que ça. Que tu aies un bon fit avec tes interlocuteurs. Mais même au-delà de ça, je veux vraiment qu'on me fasse pas chier, quoi. Ok. Genre, oui, on me fait pas chier, d'accord. Je suis pas sympa, moi. Non, mais le problème, c'est que les relations avec les partenaires, ça peut être... ils sont l'enfer. sympas, mais ils veulent avoir des réunions toutes les semaines pour faire des points. Moi, j'ai pas le time, en fait. Ruben Cohen, l'un des cofondateurs de l'agence Follow, c'était dans l'épisode 6. Et c'est pas facile au démarrage parce que ça représente beaucoup en chiffre d'affaires, c'est beaucoup d'argent, tu sais, c'est des annonceurs qui viennent et qui te proposent un cachet énorme dès le départ. Et en fait, si tu veux, on s'est dit que si on veut mener à bien notre projet et si on veut surtout garder notre réputation, parce que c'était ça notre enjeu, on voulait avoir et on voulait réussir à avoir la meilleure réputation possible sur le marché, parce qu'on savait que si on gagnait ça et si on devenait leader sur le secteur, on pourrait accomplir de super belles choses. Puis j'ai vu récemment que vous avez signé un gros partenariat avec Samsung, pour les citer. Donc clairement, c'est sûr que tu fais pas une grosse collab comme ça avec un énorme acteur comme ça si tu travailles par ailleurs avec des annonceurs qui sont pas ultra clean. Ouais, bien vu. C'était le projet. C'était on rêvait gros. Alors inutile de dire qu'il y a 5 ans c'était très gros de Samsung, Lancôme, etc. Mais on rêvait de ça. C'était vraiment le goal, c'était de se dire même si elles sont pas encore prêtes, parce qu'il y a 5 ans elles n'étaient pas prêtes du tout, on va réussir à les avoir avec le rythme où ça va. À un moment donné, ces annonceurs-là vont s'intéresser forcément à ces influenceurs-là, à cette économie-là, de créateur économie. Et c'était
impossible de faire les deux. Et de toute façon, on n'avait pas forcément envie de faire les deux. Il n'y a rien de moins intéressant que de promouvoir un produit sur lesquels tu as des provenances un peu douteuses et sur lesquels, si tu regardes bien la création de contenu en elle-même, à part parler d'un code promo que tu mets en avant, c'était pas la vocation de Follow initialement. Anne Fan, à la base blogueur tech, qui a fondé Journal du Geek et qui est toujours chez Journal du Geek avec des responsabilités beaucoup plus importantes aujourd'hui. C'était dans l'épisode 7. Au bout de 1 an, 2 ans, j'ai commencé à... c'était à partir de 2005-2006. Je me souviens parce que des agences commençaient à me contacter pour mettre de la pub, pour proposer tout ça. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit ouais mais non, la pub c'est dead, moi je suis un vrai... C'était quoi, des bannières en fait, hein, ouais, c'est c'était ça juste des bannières, une bannière par-ci, une bannière par-là, et en plus je connaissais rien du business, et en fait en vrai j'ai mis longtemps à apprendre, mais pour moi c'était un site passion. Je faisais ça j'avais mon métier à côté, je travaillais, j'avais pas besoin de gagner de l'argent avec un truc passion, et franchement j'étais pas spécialement intéressé. Okay. Et c'est en 2007 je crois où j'ai commencé à prendre vraiment conscience du potentiel. 3 ans plus tard. Voilà, 3 ans plus tard, et me dire que finalement peut-être que avec toutes les pubs je peux peut-être me générer un SMIC. Et avec ce SMIC, on va se lancer, quoi. Donc fin 2006, je commençais à à négocier un peu avec mon employeur de l'époque pour partir quelque part. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est lancé petit à petit. Et heureusement, pour moi, du coup, c'est allé plus vite que prévu. Donc j'ai pu en vivre correctement quasiment dès 2008. Et donc voilà, quoi. Donc c'était vraiment cool là-dessus, quoi. Et donc c'était quoi les formats publicitaires que tu mettais en place, parce qu'il n'y avait pas que des bannières, j'imagine aussi. À l'époque, il n'y avait que ça, que des bannières, des campagnes de publication. Donc il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'articles sponsors, ils ne connaissaient pas tout ça. Comme j'étais encore catégorisé comme un blog et pas comme un média, les seuls trucs que les marques se permettaient, c'était de m'inviter à des événements, de m'envoyer des produits éventuellement, et de me dire si ça te plaît, et c'était vraiment ça, si ça te plaît, t'en parles. Donc il n'y avait même pas cette notion comme on a maintenant de dire tiens, je te paye 2000, 3000, 4000, t'en parles, mais tu le caches un peu. Non, là c'était vraiment si ça te plaît, t'en parles, parce qu'on ne veut pas que ta crédibilité soit mise en doute, etc. Shubham Sharma, le roi de l'automatisation, c'était dans l'épisode 8. Et tes revenus de sponsoring, ça représente quelle part de tes revenus au global, sponsoring YouTube, par rapport à ton activité sur la formation, etc. Ouais, sponsoring, en fait, je fais un peu du multicanal. Ce que je propose, c'est newsletter, YouTube et parfois LinkedIn d'apparition. Et aujourd'hui, ça représente... En fait, si tu veux, la formation a pris beaucoup de place. Je pense que ça doit représenter 10-15% des revenus. Donc c'est pas énorme, et je suis assez content que ça ne le soit pas, pour pas être dépendant de ça, parce que le jour où tu as moins de sponsors, tu es moins bien. Et moi je préfère vendre directement à mes clients, donc à mes auditeurs, plutôt que ça soit quelqu'un d'autre qui vende, parce que je considère toujours qu'il y a une capacité d'achat par personne, et que certes c'est pas la même chose, mais pourquoi faire de la pub quand on n'a pas forcément besoin? Niemesia, la reine de Twitter, dans l'épisode 9 de Follow Me. J'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'ambition, c'est pas du tout le terme, mais je veux dire, je me contente un peu aujourd'hui. C'est un métier où je suis tous les jours un peu émerveillée par les opportunités qui s'offrent à moi, et je le prends tellement comme un privilège du quotidien, et je ne suis absolument pas blasée. Au contraire, je me dis, mais tous les jours, mais waouh, quelle chance. Et quand il y a des marques qui m'approchent, et que, j'allais dire, il y a 10 ans, je ne pouvais même pas espérer consommer chez eux, et qu'aujourd'hui, c'est eux qui m'approchent et qui veulent me payer pour que je présente leurs produits, j'ai un enthousiasme où je me dis, mais c'est fou, en fait. Donc, je reste un peu sur ce truc-là, sans espérer plus. Comme ça, en fait, je suis toujours dans la surprise. Il y a toujours une espèce de joie permanente à ce niveau-là. Nina Ramen, qui a fait du copywriting tout un art et son business, c'était dans l'épisode 10. Moi, j'ai décidé très tôt que j'allais diviser mon année, mes 9 mois, en 3 trimestres.
les 3 trimestres de la grossesse. Bon, ok, jusqu'ici tout va bien. Le premier trimestre, je l'ai consacré à une seule chose, vendre. Je n'avais qu'une seule obsession, vendre, faire de l'argent. Et vendre quoi ? Eh ben, à l'époque, j'avais rien à vendre, donc j'ai vendu mon temps, j'ai vendu du coaching. Ok. Alors, avant de vendre du coaching, j'ai fait une chose, j'ai pris 30 appels avec des gens de mon écosystème qui me sollicitaient. Donc des gens qui m'avaient vu partir de chez Germinal et qui m'avaient contacté en me disant que ça les intéresserait de travailler avec moi, des gens que j'avais croisés dans mon parcours professionnel. J'ai pris 30 appels et j'ai demandé à ces gens « Hey, salut, si tu as 1 heure de Nina, tu veux quoi ? Ou si tu as 1 jour de Nina, tu veux quoi ?» Et je pensais que les gens voudraient que j'écrive des copies pour eux. Ouais. Des copies, c'est des emails, des posts LinkedIn, etc. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les gens m'ont dit « Bah moi, j'aimerais que tu me formes, j'aimerais que tu m'enseignes. » Et donc là, ça a été une première découverte pour moi. Ça a été, en fait, les gens, ils veulent pas que je fasse, ils veulent pas de la prod, ils veulent de l'enseignement, de la formation. Donc ça a été une première révélation, ça m'a permis de pas me tromper dans le produit que j'allais créer, de pas me tromper dans mon positionnement, déjà d'aller communiquer avec mon marché. Donc ça a été un premier enjeu. Je me suis lancée, j'ai fait ça. Et donc là, quand je te disais que le premier trimestre, c'était le trimestre de la vente, il n'y avait pas d'offre en fait. C'était les gens, ils m'appelaient, je disais, tu veux quoi ? Je disais, ok, on va faire ça, est-ce que ça te va ? Combien ? Ok, on fait ça. Et là, comment tu construisais tes coûts ? C'était en fonction du temps passé, j'imagine ? Ouais, ça a été hyper aléatoire. Au début, le produit que j'avais vendu à Amélie, on en revient à Amélie, c'était 5 séances à 990 €. Ok. Donc 5 séances pour construire ta marque personnelle, pour faire ton pitch de vente, pour créer ta newsletter, pour faire tes posts. 5 séances de combien de temps ? 5 séances d'1 heure à l'époque. J'ai vendu ce produit une fois à 990, je l'ai vendu en DM, en message, à l'écrit. J'ai fait, ah ouais, c'était facile. Enfin, c'était entre guillemets facile, j'ai pas eu de friction. Moi, je suis commerciale. Donc, si j'ai pas de friction, c'est que c'était pas assez cher. J'augmente le prix de ce produit, je le passe à 1005. Pareil, je le vends 2 fois à 1005, je me dis, bon, c'est bien passé. Je l'augmente à 1008, et aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 3000 €. Ok. Donc, j'ai vraiment fait l'escalier, essayer d'augmenter progressivement mes prix. C'est toujours la même chose, 5 séances d'1 heure. Alors, maintenant, j'ai amélioré le produit. Donc, il y a 5 séances d'1 heure. Mais avant ces 5 séances, tu as un programme email dans lequel tu as des vidéos avec des exercices. Voilà, exactement. Tu passes 5 séances avec moi et après, tu as aussi du temps. Et en plus de ça, tu as la hotline de Nina. Donc, c'est un produit que j'ai amélioré. J'ai amélioré l'expérience autour, mais ça reste le produit premium. Voilà, globalement, j'ai surtout des dirigeants dessus. Et sur du copywriting, tu leur apprends à bien rédiger leur mail et aussi leur post LinkedIn. Exactement. Il y a des posts LinkedIn, il y a des newsletters et des pages de vente. Louise Aubéry, alias My Better Self, c'était dans l'épisode 12. Donc ouais, j'arrive à gagner ma vie avec la création de contenu, ouais. Non, c'est top parce que parfois l'équation peut être un peu moins simple, c'est-à-dire avec peut-être un flux de propositions business moins volumineux et aussi une nécessité à générer des revenus juste pour vivre en fait, se loger, manger. Et donc on peut être amené à parfois renier un peu quelques-unes de ces valeurs juste parce que faut quand même manger totalement. À la fin du mois. Je pense que c'est un choix. Pas ce problème. Non, et puis c'est un choix personnel. Je ne juge personne. Je pense qu'en effet, il y en a qui doivent renier peut-être certaines convictions parce qu'elles souhaitent gagner leur vie. Mais je pense que moi, ce que j'aurais tendance à faire, si en fait je me rends compte que je commence à accepter des collaborations que j'ai pas envie de faire, c'est que tu vois, en fait, j'ai ce réflexe de me dire. Je peux faire plein de choses. Je peux faire du consulting, je peux donner des cours, et en fait, je préfère être aligné, faire autre chose. Voilà, quitte à ne pas gagner ma vie parce qu'en fait, c'est aussi un vrai sujet. C'est difficile parfois quand ta passion devient ton métier d'entretenir la passion. C'est sûr. Et tu vois, moi, je me rends compte que ça me bottait plus la création de contenu quand j'étais étudiante. Mine de rien, parce qu'en fait, c'était mon hobby. C'était le truc, je sortais des cours, j'avais qu'une hâte, c'était bosser sur ma vidéo, alors qu'en vrai, j'aime pas faire du montage, tu vois. Et je pense que c'est savoir aussi si vraiment, en fait, c'est notre passion et qu'en fait, on adore vivre de ça et on veut faire que ça, ou si, en fait, il y a d'autres choses qui nous intéressent, qu'on peut être rémunéré par d'autres moyens et que la création de contenu peut rester une activité qui peut nous générer potentiellement des revenus, mais pas forcément l'activité principale, quoi. Finalement, assez tôt, tu as pu générer des revenus suffisants pour subvenir à tes besoins, même dès ta sortie de Sciences Po. Ouais, même un peu avant, quoi. Donc, un luxe
Ouais. Un luxe qui ne t'est pas tombé du ciel, hein, c'est quelque chose que tu as travaillé, que tu as construit, et donc tout le mérite te revient. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare de dire tiens, je finis mes études et je suis complètement autonome financièrement. C'est vrai. C'est vrai que j'ai eu cette chance de ne pas me poser la question. Je pense que j'ai commencé à en vivre en master. Et donc, en fait, c'était certain pour moi qu'à la fin, j'allais me consacrer à ça. Quoi. C'était un peu un non-sujet. Et ça te libère quand même d'un poids énorme. De dire, t'as plus cette... C'est clair. Antoine Forest avec plus de 1,3 million d'abonnés sur TikTok en donnant des conseils TikTok. C'était dans l'épisode 13. C'est une formation qui est 100% en ligne pour les personnes qui souhaitent aller plus loin que mon contenu, où je vais beaucoup plus dans les détails. Je crois que j'ai 8 heures de contenu vidéo, 30 modules, où vraiment je vais de A à Z. Donc j'explique bien sûr toutes les bases de TikTok, comment bien créer son compte, comment créer du contenu qui va performer. J'explique aussi, j'ai toute une partie plus business, donc en temps de marque, quel contenu créer, comment convertir sa communauté en client, et une partie plus pour les créateurs, influenceurs, comment trouver des partenariats avec des marques, comprendre les contrats avec ces marques, créer un média kit. Donc tout ce qui me touche au niveau de la créateur économie, je mets aussi dedans. Donc c'est une formation vraiment qui va de A à Z pour les individuels sur TikTok et pour les marques également. Et en plus de ça, pour toutes les personnes qui prennent cette formation, je fais une petite review de leur compte et je suis toujours disponible pour répondre à leurs questions. Il y a même une petite communauté sur Discord, donc voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que donc, le gros de la formation est en self-service, tu te connectes à une plateforme, tu as un programme, voilà. Mais tu peux aussi avoir une interaction avec... Ouais, avec moi, bien sûr. Mais je suis toujours... je pense que c'est comme l'idée de mon compte TikTok, j'en donne beaucoup. Là, la formation est vraiment pas chère, mais j'en donne beaucoup et je reste disponible même un an après l'achat de la formation. Quoi. C'est l'idée. J'aime ça, en fait. J'aime cette interaction avec les créateurs, donc ça me fait plaisir. Et quel est le tarif de la formation ? 97 €. Ah ouais, c'est pour 30 heures. Dans le milieu des formations, je sais, mais j'ai fait exprès de mettre un prix très bas parce que dans le milieu des formations, il y en a certains qui font des choses un petit peu moins bien et je voulais pas être assimilé un petit peu à ça. Donc moi, j'ai dit non, 97 €, vous en aurez largement pour votre argent et tout le monde est satisfait du coup. Mathieu Stéphanie, le roi des podcasteurs, c'était dans l'épisode 14. Et alors comment tu valorises, disons 10 000 écoutes. Écoute, déjà tu mets un prix. Alors je connaissais, j'avais des notions de CPM à droite à gauche. Ouais. Je savais ce que c'était qu'un coup pour 1000. Un coup pour 1000, ouais, voilà, donc qui était utilisé beaucoup dans la vidéo ou dans les bannières publicitaires, parce que j'avais aussi bossé juste avant Métro dans le quotidien Métro dont on parlait tout à l'heure. L'unité de mesure du marché publicitaire, le CPM, le prix qu'un annonceur va payer pour apparaître 1000 fois sur cet emplacement publicitaire ou avoir 1000 diffusions de sa vidéo audio, de sa vidéo devant une autre vidéo, bref, voilà. Voilà, donc je m'étais dit je vais lui proposer ça, un coup pour 1000 écoutes, et puis j'avais un peu cherché, j'avais écouté des trucs justement, je crois que Tim Ferriss en parlait un moment dans un épisode, si je ne m'abuse, qui doit dater de février 2018, donc quelques mois avant, j'avais dû écouter, et j'ai un peu au doigt mouillé placé mon CPM à 85 € en me disant tiens, ça peut être pas mal, ça va commencer à me rapporter, tu vois, si tu fais 10 000 écoutes, ça fait 805 €. Donc quand tu as €sur un mois, tu te dis finalement, faire innove, j'ai jamais rien gagné avec ce truc, si je peux au moins me rembourser sur un mois le matos, voilà. Et je crois que, je sais plus, on a dû faire un deal de 2 mois, il a dû me négocier le CPM, on devait être à 50, et il a dû me payer 1500 €, en gros, ça devait être à peu près. Et 1500 €, je vais dire, mais j'étais tellement heureux de gagner 1500 € pour ce truc que je faisais gratuitement depuis assez longtemps. Que tu faisais de tes propres mains. Exactement. C'est ça qui doit être hyper satisfaisant aussi. Tiens, j'ai construit quelque chose, je m'en occupe, je le gère, je le fabrique, et ça vaut ça. Enfin, ça vaut. Ça a une valeur. Exactement. Et l'histoire était bonne parce qu'en plus c'est moi qui l'ai approché pour de l'éditorial. C'est lui qui m'a répondu en me disant non, moi je veux pas venir gratuitement sur ton podcast pour parler de moi, mais je veux bien te payer pour que tu parles de Petit Bambou. Si tu veux, il y a un moment que je lui avais, je l'avais approché avec limite une déclaration d'amour en lui disant, donc quand je disais à mes auditeurs viens faire de la méditation, essaye ce machin, t'as 3 mois gratuits en plus ou je sais plus, et voilà, tu verras, c'est cool, en plus t'arrêtes ça quand tu veux, tu vois, je peux te la refaire, et en fait il y a beaucoup de gens qui ont testé, sachant qu'en plus
c'était vraiment un message complètement authentique. Tu vois. Je vendais pas un truc en disant salut, découvre Petit Bambou, c'est super, etc. Non, j'étais vraiment en mode à jouer à fond le jeu d'un truc que j'aimais. Thibault Louis, qui aide les dirigeants à produire du contenu sur LinkedIn et les réseaux sociaux en règle générale. C'était dans l'épisode 15. Et c'est des freelances qui facturent, donc en fonction soit à l'heure, soit au jour, au-dessus de 1 500 € la journée. Et là, les gens me disent, des gens de moins de 30 ans qui facturent 1 500 € la journée, ça n'existe pas, Thibault. Et je dis, il se trouve que j'en connais et il se trouve que je le fais moi, tu vois. Alors là, soit les gens ne te croient pas, soit ils disent, c'est qui les connards qui sont prêts à te filer autant d'argent. Et ensuite, tu te dis, mais en plus, moi, je suis un rigolo parce que tu as des gens qui facturent des trucs astronomiques. Je peux te dire, des anciens présidents, quand ils facturent, alors je suis pas ancien président, je suis incomparable, mais des anciens sportifs, d'anciens présidents, ils peuvent te facturer des trucs à 200 000 €. Il y a un truc qui a leaké, je ne sais plus de quel président, c'était 200 000 € les 2 heures pour ou la demi-journée. Tu vois, des consultants, des MBB, donc des McKinsey, etc. Mais il suffit d'aller sur des sites comme sur Malte, ils tournent à... Il y en a qui vont jusqu'à 3 000, 4 000, mais tous les gens qui sont au-dessus ne sont pas sur Malte. Ça se fait en sous-main. Donc, tu en as plein, des anciens généraux qui sont payés 25 000 € la demi-journée. Ça reste des exceptions, bien sûr. Et puis, c'est pas tous les jours. Non. Oui, parce que souvent, les gens se disent « Attends, mais 25 000 € la journée, ils essaient de compter ça, ils font x 200 jours. » Non, ça marche pas comme ça. Les gens qui facturent cher, souvent, c'est parce qu'ils créent d'autres projets à côté. Et c'est aussi parce que souvent, ils facturent cher parce que justement, ils n'ont pas envie de se coltiner les clients. Donc... Et ils facturent cher aussi parce qu'ils ont une expertise très spécifique. Finis ta... Non, mais sur ça, j'ai fait des découvertes incroyables. Genre, déjà, tu comprends que la rémunération n'est pas fonction du nombre d'heures que tu travailles. Il y a 2 autres choses qui rentrent en compte, c'est le jugement et le levier. C'est-à-dire le jugement, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces heures-là, donc en fait, quelle décision tu prends. Et le troisième, c'est le levier. Donc, si on prend un truc très simple, on prend deux types. Ils doivent porter 100 kg de bois d'un point A à un point B. Il y en a un, il va peut-être prendre 20 kg, 10 kg à droite, 10 kg à gauche, et puis il va faire des allers-retours. Mais peut-être qu'il y en a un, il va se dire, attends, qu'est-ce que je vais faire ? Il va prendre une demi-heure, il va aller chercher une brouette, il va peut-être foutre les 100 kg d'un coup, et il sera beaucoup moins fatigué. Donc l'autre, il va dire, mais j'ai beaucoup bossé. Et en fait, l'autre, jugement, sentir qu'il faut une brouette, il utilise la brouette comme levier. Et en fait, en business, c'est ça, c'est pas le nombre d'heures que tu vas bosser. Évidemment, il faut bosser dur, mais c'est quel jugement tu vas utiliser pour quel levier et avoir des résultats exponentiels. Donc, et là-dessus, la deuxième chose, c'est que tu dis l'expertise que tu mérites. Alors, c'est toujours bizarre le mérite parce que les gens peuvent avoir une perception différente de ce que tu mérites, que toi tu penses que ce que tu mérites. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je vois ce qui peut se pratiquer, ce que les gens sont prêts à payer, globalement, je dirais que 80% des gens se facturent pas assez cher. Dimbi Rakoto Malala, le roi d'Excel sur TikTok, c'était dans l'épisode 16. Tu as des prestataires, donc ça veut dire aussi que tu génères des revenus. Comment tu génères des revenus avec ton activité aujourd'hui ? Oui, je génère des revenus, du coup, je paye ces prestataires-là. Et en fait, moi, à la base, j'avais pas du tout d'objectif business quand j'ai commencé. Donc, c'est vraiment la communauté qui m'a demandé de créer une formation pour se former auprès de moi et et booster leur productivité. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à créer la formation. Et donc, la formation, elle est accessible tout le temps sur mon site internet. Et les gens, ils peuvent s'inscrire. C'est une formation de 5 heures que les gens peuvent suivre en complète autonomie. Et du coup, c'est grâce à ça que je me rémunère. Voilà. Delphine Pinon, podcasteuse Finance Perso, c'était dans l'épisode 17. Qu'est-ce qu'il en est de ton podcast qui génère quand même des revenus, mais peut-être pas proportionnels à ceux que tu pourrais générer en passant le même temps sur de l'investissement immobilier par exemple, je sais pas. Les revenus que je génère avec le podcast pour le temps investi sont supérieurs à ce que je génère aujourd'hui dans l'immobilier. Mais encore une fois, il y a une similarité entre le podcast et l'investissement. C'est que tu construis quelque chose qui
qui s'apprécie dans le temps. Ouais. Je veux dire, au début, tu investis beaucoup de temps, que ce soit en immobilier ou dans le podcast, à perte. Dans le podcast, le temps de construire une audience, dans l'immobilier, toutes les visites que tu fais, les chantiers, les suivis, etc. Effectivement, au début, tu gagnes pas grand-chose, quoi. Donc, mais ce que tu construis est très solide, un peu comme l'immobilier dans l'absolu. C'est vrai que le parallèle est vraiment très intéressant. Donc la seule différence, c'est que tu vas avoir un actif valorisable sur l'immobilier et que si ton podcast est très dépendant de ta personne, c'est moins valorisable. Ceci dit, sur le podcast, il y a des gens qui ont revendu leur podcast et qui sont devenus hosts rémunérés ou qui, dès le départ, sont des hosts rémunérés. Et après, c'est sûr que la valeur est quand même attachée à leur nom. Aujourd'hui, j'avoue que forcément, c'est mon bébé, donc j'imagine pas Richissime sans Delphine Pinon, mais pourquoi pas, on sait jamais. Tu vois, je reviens à ce que je disais sur Théophile Hélier qui a voulu revendre sa chaîne YouTube avec, je sais pas si des millions d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, le deal, c'était qu'il soit toujours la face visible de son business, mais qu'il le revende. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il avait besoin de cash et que cash is king, lui aussi, il fait énormément d'investissements. Et donc, il préférait récupérer le cash de la valeur de son actif pour l'investir, ce qu'il estimait être une meilleure utilisation de son argent, qui, de fait, là, était bloqué dans cet actif et non utilisable. Donc, ça a du sens de raisonner comme ça. Maintenant, effectivement... je sais pas s'il a réussi à vendre in fine, mais c'était pas une affaire facile son truc, c'était pas simple en fait. Tu parlais d'un objectif tout à l'heure avec le podcast, de créer une communauté qui allait te permettre après d'aller voir des VC, de lever des fonds, de créer une communauté qui serait finalement les premiers utilisateurs de ton appli. Quels objectifs tu t'étais fixé en termes d'audience? On rappelle aujourd'hui, et je suis bien placé pour le savoir parce que tu fais partie d'Orso Media, mais que voilà, Richissime, c'est entre 50 et 70 000 écoutes mensuelles, ce qui est déjà top, hein. Tu es le deuxième plus gros podcast finance perso derrière celui de Mathieu Stéphanie, La Martingale. La classe. Mais aujourd'hui, tu dis bon, j'y suis pas encore arrivé à cet objectif. Donc, quel était ton objectif? Non, j'y suis arrivée. À la base, c'était 10 000 mon objectif. Ah ouais, 10 000 écoutes. Alors, et auditeurs. J'hésitais entre 10 000 écoutes ou, à la base, j'avais un système j'avais un contenu gratuit, un lead magnet. Et du coup... C'était quoi, un guide, un livre blanc C'était mon e-book, c'était ma méthode budgétaire, celle qui m'avait permis de refaire tout ça. Et l'idée, c'était d'avoir 10 000 personnes sur la newsletter. Je pense que ça a commencé comme ça. D'accord. Et puis très rapidement, j'ai basculé mon objectif. Je me suis dit, non, mais déjà, je veux 10 000 auditeurs. Et en fait, je me suis jamais arrêtée à cet objectif, dans le sens où, même bien avant de l'avoir atteint, j'ai compris que cette histoire d'avoir 10 000 personnes dans une newsletter, cette aventure m'a beaucoup plus amusée que ce que j'imaginais. Et j'y ai découvert d'autres opportunités qui m'ont plus excitée que de celle de construire une boîte tech. Donc, voilà, partir sur la formation et le coaching, ça m'a beaucoup plus excitée que de construire une boîte tech. Et je pense que j'y reviendrai, mais j'ai clairement pas tué ce projet. Mais après, d'autres choses se sont immiscées comme priorité dans ma vie pro, perso et dans mon allocation de mes finances, quoi. J'imagine que quand on gère son argent au quotidien et qu'on se met dans un mindset de mieux gérer ses finances aussi, parce qu'on a un objectif. Tu parlais tout à l'heure de ça, tiens, je vais être propriétaire mais j'ai rien mis de côté, je veux faire le tour du monde mais j'ai rien mis de côté. Donc j'imagine que tout ça c'est drivé par un objectif ultime. Quel est ton objectif ultime à toi en termes financiers? Il a évolué aussi. En fait. Mais écoute, tu dis qu'il a évolué, mais je le savais évidemment qu'il avait évolué parce que comme tu as un état d'esprit de compétitrice, compétiteuse, je sais pas comment on le dit,
Est-ce que, et c'est aussi une question sous-jacente, est-ce que tu en auras toujours assez finalement? Et quand est-ce que tu vas profiter de tout ça, tu vois? Alors j'en ai déjà assez, parce que la notion de assez, en fait, on la dépasse vite. Donc surtout quand assez, c'est ce dont on a besoin. En fait, j'ai largement dépassé ce dont j'avais besoin. Tu vois, c'est plus ça qui mais me jusqu'à la fin de tes jours, c'est-à-dire, est-ce que là, tu pourrais très bien t'arrêter entièrement arrêter entièrement toute activité professionnelle et juste chiller, profiter de ce qui de tes rentes, entre guillemets. En fait, la première chose que je me suis dit, donc il y a 3 ans, en 2019, c'est je veux devenir libre financièrement, donc générer des revenus passifs. Le minimum, c'était 2-3 000 euros, quelque chose comme ça, et via l'immobilier. Je voulais le faire avant 40 ans, et ça, c'est fait. Via mes activités d'investissement immobilier. Revenu passif net, hein. Là c'est hors remboursement de crédit que tu peux souscrire. Ah. Oui, 3 000 euros, je te parle de revenus nets, y compris après impôts et déduction des charges sociales. Donc ce serait dans ma poche, il ne resterait plus que mon impôt personnel à payer dessus. Donc ça c'est fait. Et je m'en suis rendu compte de manière un peu... fortuite dans la piscine en Thaïlande. Je me suis dit, mais c'est fait en fait. J'y suis déjà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme je suis dans une stratégie de réinvestissement, je les touche pas, ces revenus. C'est-à-dire que mon immobilier aujourd'hui génère entre 4 et 5 000 euros de cash flow positif par mois, duquel je pense que je pourrais générer une rémunération de 2000-2005. Mais en fait, je me rémunère pas sur cette activité, je me rémunère sur mes activités de formation et de coaching et de sponsoring, parce que tout l'immobilier est dans un vase clos aujourd'hui et a pour but d'être réinvesti à l'infini. Donc j'ai atteint mon premier objectif. Maintenant, t'imagines bien, et tu l'as bien compris, que 2 500 euros, voilà, c'est sympa, mais mon objectif, il n'est pas celui-ci.